Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Imaginez cette scène. Votre téléphone sonne. C'est cette amie pour laquelle en ce moment ça va pas trop dans son couple. Ils vivent encore une énième crise. Vous voyez son nom s'afficher. Vous savez que si vous décrochez, ça va durer au moins 1 heure. Et vous étiez justement en train de faire un truc pour vous que vous repoussiez depuis pas mal de temps. Et pourtant, vous décrochez votre téléphone. Vous mettez de côté ce que vous étiez en train de faire parce que vous vous sentez un petit peu obligé, parce qu'elle a besoin de quelqu'un à qui parler, parce que vous pouvez pas la laisser tomber. Ou bien imaginez cette autre situation, vous êtes au travail, vous avez, un collègue ou une collègue qui a l'air débordé, vous avez déjà votre propre charge de travail, mais vous surprenez à lui dire tout de suite: «Mais t'inquiète pas, je peux t'aider si tu veux». Et vous voilà en train de prendre en charge une partie de ces tâches qui s'ajoutent à toute votre to-do list à vous. Ou encore, votre sœur vous demande un gros service qui va vous demander de réorganiser tout votre week-end. Vous avez envie de dire non, parce que vous n'avez pas très envie de faire ça ce week-end-là, mais vous dites oui, parce que sinon vous vous sentirez coupable de la laisser tomber. Donc, vous donnez beaucoup et ça vous fait plaisir d'être là pour les autres, de vous sentir utile, mais c'est aussi fatigant, c'est aussi frustrant. Parfois, vous ressentez même un petit peu de colère, d'une part contre les autres, qui vous donnent pas autant que vous leur donnez, ou même contre vous-même, parce que vous n'arrivez pas à vous empêcher de proposer votre aide ou vous n'arrivez pas à dire non. Si ces petites situations, ces petits exemples vous parlent, c'est peut-être que vous vivez ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Et c'est le sujet de cet épisode aujourd'hui. Le syndrome du sauveur, c'est cette tendance à se mettre systématiquement dans un rôle d'aidant auprès des autres, même quand ça ne nous est pas demandé et même au détriment de nos propres besoins. Donc ça va bien au-delà d'être une personne bienveillante et généreuse. C'est en fait que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous vous portez volontaire automatiquement, vous avez du mal à poser vos limites et vos besoins à vous passent après. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir ensemble déjà quels sont les signes concrets que vous avez peut-être ce syndrome du sauveur. On va voir d'où ça vient aussi et pourquoi vous vous êtes retrouvé dans ce rôle, parce que c'est important pour comprendre un petit peu l'origine. On va voir les mécanismes qui font que c'est difficile d'en sortir, même quand le fait de fonctionner comme ça, c'est fatigant, c'est frustrant pour vous. Et surtout, on va voir 5 premières clés essentielles pour commencer à sortir de ce rôle et retrouver des relations plus équilibrées. Parce que non, c'est pas égoïste de penser à vous. Et bien sûr, vous pouvez être une personne généreuse, être une personne bienveillante, être une personne soutenante sans vous sacrifier. Alors, les signes que vous vivez peut-être ce syndrome du sauveur, ça peut être premièrement que vous êtes toujours disponible pour les autres, vos collègues, vos amis, votre famille. Vous êtes l'oreille attentive de tout le monde. Vous êtes un peu la conseillère ou la thérapeute de votre entourage. Les gens viennent vers vous avec leurs problèmes et vous leur donnez des conseils, vous les rassurez, vous les écoutez. Vous vous portez facilement volontaire pour aider, pour alléger la charge des autres. Un autre signe, c'est que vous avez du mal à voir quelqu'un en difficulté sans vouloir résoudre son problème, sans vouloir l'aider. Donc vous proposez votre aide, même quand c'est pas votre rôle, même quand parfois on vous a rien demandé. Si un collègue ou une collègue a l'air stressé, vous allez spontanément lui proposer votre aide. Ou si un ami vous semble triste, vous allez tout de suite lui envoyer un message, prendre des nouvelles, essayer de trouver des solutions, etc. En fait, vous avez tendance à prendre en charge les problèmes des autres comme si c'était les vôtres. Ça, c'est vraiment un des signes du syndrome du sauveur. Et puis, il y a aussi le fait de se sentir responsable du bien-être et des émotions des autres. Si un proche semble triste ou déçu, vous allez vous sentir obligé de faire quelque chose pour arranger ça, même si c'est pas lié à vous, même si c'est pas vous qui êtes la cause, enfin qui le ou la rendez triste. Vous allez peut-être du coup annuler vos propres plans pour passer du temps avec cette personne ou vous forcer à faire quelque chose, juste pour les rendre heureux. Voilà, ça c'est un exemple.
Puis un autre signe que vous souffrez de ce syndrome du sauveur, c'est que vous avez tendance à minimiser vos propres besoins. Si, je sais pas, votre partenaire a eu une grosse semaine au travail, peut-être que vous aussi, mais vous allez prendre sur vous et vous allez peut-être, annuler quelque chose que vous aviez prévu pour être disponible pour votre partenaire. Quand on a ce syndrome du sauveur, on a tendance à constamment s'adapter aux autres, au détriment de soi-même, à accepter des compromis qui nous conviennent pas vraiment, parce qu'on n'a pas envie de créer de tension, on n'a pas envie de compliquer les choses. Et petit à petit, ces comportements, ces fonctionnements que vous avez créent aussi des dynamiques relationnelles qui peuvent vous enfermer encore plus dans ce rôle. Donc ça va être, par exemple, d'attirer des personnes qui prennent plus qu'elles ne vous donnent. Ça va être, d'avoir des relations qui sont déséquilibrées, où justement, vous donnez beaucoup, vous recevez peu. Vous allez peut-être vous rendre compte que certaines personnes autour de vous ne vous contactent que quand elles ont besoin de quelque chose. Quand elles ont un problème, elles vous appellent, mais quand tout va bien, bon bah voilà, elles disparaissent. Et par contre, quand vous avez besoin d'aide, vous savez pas forcément à qui demander, ou bien vous n'osez pas, ou parfois même vous refusez l'aide des autres. Donc parfois, vous n'avez pas forcément en face de vous une personne qui profite, mais c'est vous qui êtes vraiment dans ce rôle de sauveur et qui, à l'inverse, avait du mal à demander de l'aide et avait du mal à être soutenu. Et alors tout ça, ça vient avec plein d'émotions et celle que j'ai identifiée en premier, c'est la culpabilité. Vous vous sentez coupable quand vous dites non, même si c'est rare que vous disiez non. Coupable de vous sentir frustré d'être là pour les autres et d'en avoir un peu marre. Vous en voulez presque de ressentir ça. Culpabilité aussi quand vous pouvez pas aider les autres, comme si c'était un peu votre responsabilité, votre devoir. Et puis vient aussi avec tout ça la frustration, parfois de pas être reconnu à votre juste valeur malgré tout ce que vous faites. Et on finit par se dire, ben en fait j'ai fait tellement pour ces personnes et elles le voient pas ou elles me le rendent pas. Ça vient aussi avec, la fatigue, parce que c'est hyper fatigant de porter sur ses épaules les problèmes des autres, parfois de les porter eux-mêmes sur vos épaules. Donc ça vous laisse pas toujours de l'énergie pour vous. Ça vient aussi avec de l'anxiété, parce qu'il y a la peur de décevoir, la peur qu'on vous voit mal si vous arrêtez d'être toujours dispo ou si vous dites non. Il y a un peu cette pensée de: «Bah, si je refuse, je suis pas sympa, je suis égoïste, je suis méchante, je suis pas une bonne personne». Puis, la peur du conflit aussi, ça vient souvent dans le mix. La peur du conflit quand on pose ses limites, peur d'être rejeté si on n'est plus «utile» aux autres entre guillemets. Et puis, il y a aussi le ressentiment. Ça, c'est un truc important, c'est que souvent, il y a un ressentiment qui se crée à la longue envers les personnes qui, entre guillemets, «profitent» de vous. Où on peut avoir ce sentiment d'être utilisé et puis du ressentiment, de la frustration envers soi-même, de pas réussir à dire non et l'impression de s'oublier. Parce que, encore une fois, on néglige nos propres besoins pour être là pour les autres. Si vous vous êtes reconnu dans tout ce que je viens de décrire, sachez que vous n'êtes pas seul, sinon je ne ferai pas un épisode de podcast, et aussi que c'est pas votre faute. Ce rôle de sauveur, il est dans la majorité des cas appris, souvent très tôt dans la vie, et pour comprendre comment en sortir, c'est intéressant, je trouve, de comprendre d'où ça vient. Alors ça fait pas tout, parce qu'ensuite il faut travailler concrètement dessus, et c'est pour ça ensuite que je vous partagerai 5 clés concrètes. Mais quand même, c'est intéressant de comprendre d'où vient ce schéma parce que, à mon sens, ça aide à prendre du recul et à arrêter de se juger. Arrêter de se dire: «Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'arrive pas à m'en empêcher?» En fait, c'est souvent que les racines, elles sont bien ancrées dans l'enfance, dans l'adolescence. Ici, il ne s'agit pas de blâmer, vos parents, votre éducation, votre famille et cetera. Souvent, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, mais l'idée, c'est de comprendre, et souvent les personnes qui ont ce syndrome du sauveur, elles ont grandi dans, alors il y a plusieurs points. Vous n'êtes pas obligés de tous les avoir, mais je vais vous donner plusieurs exemples. Pour certaines personnes, ça peut être d'avoir grandi dans un environnement où elles ont appris, consciemment ou inconsciemment, que pour être aimé, il fallait être serviable, il fallait être utile. Elles ont entendu toute leur enfance des phrases comme «sois gentil», «sois pas égoïste», «pense aux autres d'abord», et elles ont intégré que leurs besoins devaient passer après ceux des autres. Parfois même, elles ont eu un modèle, une mère, un père, qui avait, elle-même ou lui-même, ce syndrome du sauveur,
et qui se pliait toujours en 4 pour les autres, qui s'oubliait. Pour d'autres personnes, ça va être le fait d'avoir été valorisées uniquement quand elles aidaient, quand elles étaient sages, quand elles dérangeaient pas et au contraire, elles étaient, disputées, rabrouées quand elles exprimaient leurs envies, leurs besoins. Il fallait faire comme les parents disaient et c'est tout. Les enfants n'avaient pas leur voix au chapitre. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait d'avoir dû porter émotionnellement un parent qui avait des difficultés, un parent qui était dépressif, qui était anxieux et l'enfant ou l'adolescent est devenu son soutien, son confident même et a appris, très jeune à mettre ses émotions de côté pour prendre soin de celles des autres. Ou bien simplement pour certaines personnes, ça peut être le fait d'avoir manqué d'attention, d'amour inconditionnel et elles ont trouvé, un moyen d'en obtenir en se rendant utile, en aidant, en étant la personne sur laquelle on peut compter. Et petit à petit, tout ça, ça s'est ancré comme une croyance profonde, souvent de l'ordre de j'ai de la valeur que si je suis utile, pour être aimé, je dois me rendre indispensable, si je réponds pas présent ou présente, je vais être rejeté ou on m'aimera moins, mes besoins comptent moins que ceux des autres. Ça, c'est souvent des croyances inconscientes, elles peuvent être conscientes, mais parfois c'est des choses qui sont enfouies. C'est ce que je vois en tout cas chez les personnes que j'accompagne. Elles n'ont pas conscience qu'elles ont ces croyances fondamentales qui sont ancrées et pourtant ça impacte leur manière de percevoir le monde, les autres, elles-mêmes, leur manière de se comporter et cetera. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si difficile d'arrêter de fonctionner comme ça. Même en ayant conscience de tout ça, pourquoi je continue à faire la même chose? C'est ce qu'on va voir maintenant, c'est le cercle vicieux qui peut nous maintenir enfermés dans ce rôle. Le cercle vicieux qui maintient ce mécanisme, il commence souvent avec une ou des croyances de base, souvent inconscientes encore une fois, du style pour être aimé, je dois me rendre utile, je dois être là pour les autres, si je réponds pas présente, je vais être abandonnée. Enfin voilà, c'est les croyances dont on parlait avant. Ces croyances influencent nos comportements. On va aller aider, écouter, prendre en charge les problèmes des autres, se rendre dispo, se surpasser, etc. Et dans un premier temps, ça fonctionne. On reçoit de la reconnaissance, des merci, de la gratitude. Les gens vous disent: «Merci, t'es génial, je sais pas ce que je ferais sans toi» et ça vous fait du bien, ça booste l'estime de soi, ça vous donne le sentiment d'avoir de la valeur, d'être une bonne personne, mais ça comble jamais vraiment le manque d'estime de soi. Parce que c'est ça au fond qui se joue, souvent derrière le syndrome du sauveur, c'est que on a une estime de soi qui est fragile. Et l'amour, la reconnaissance qu'on reçoit quand on est présent, présente pour les autres, elle est un peu conditionnelle. Elle est liée à ce que vous avez fait, ou en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Où on se dit: «Si j'arrête d'être là pour cette personne, est-ce qu'elle sera encore là? Ou est-ce que finalement, je vais la perdre?» Et cette question-là, elle fait mal et elle pousse à en faire toujours plus, à faire passer les autres en priorité et elle développe une dépendance presque à être nécessaire. Et c'est là où les conséquences négatives s'accumulent, c'est qu'on ressent de l'épuisement, du ressentiment, de la frustration, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, des relations qui sont déséquilibrées, on néglige nos propres besoins et pourtant, on a du mal à s'arrêter parce que arrêter, ça veut dire activer une peur profonde, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être jugé égoïste. Et aussi parce que on n'a pas construit une estime de soi sur des bases solides. Donc pour se sentir bien avec soi-même, on a besoin et on a toujours sans doute fonctionné comme ça, donc on continue d'avoir besoin de la validation extérieure des autres, de leur reconnaissance, de leur remerciement pour se sentir bien avec soi-même. L'estime de soi, petit rappel, c'est cette conviction que j'ai de la valeur en tant que personne, indépendamment de mes performances, de ce que je fais. Donc quand j'ai une estime de moi saine, ben en fait, je sais que je vaux quelque chose et j'ai pas besoin de l'approbation extérieure pour me sentir bien à ce niveau. Ça fait toujours du bien, mais j'en dépends pas. Et dans le cas du syndrome du sauveur, derrière, il y a souvent une estime de soi qui est fragile, qui est faible et qu'on essaye de compenser à l'extérieur de nous. Et puis, il y a aussi le fait que parfois on s'est construit une identité presque autour de ce rôle. Je suis celle qui aide, je suis une personne généreuse, aidante, etc.
Bref, et c'est là que le cercle se boucle, parce que pour calmer cette anxiété, pour se rassurer sur notre valeur, on va recommencer à aider, à être disponible, à donner pour de nouveau avoir cette reconnaissance qui fait du bien, et le cycle repart encore et encore. La bonne nouvelle, c'est que ce cercle peut être brisé. Maintenant que vous comprenez ce mécanisme, que j'ai bien sûr un peu simplifié, mais vous voyez l'idée, vous pouvez commencer à agir différemment. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, les premières clés concrètes pour commencer à sortir de ce rôle du sauveur qui peut beaucoup peser. La première clé essentielle pour sortir de ce rôle du sauveur, c'est de prendre conscience de quand vous agissez comme ça et observer sans jugement. C'est vraiment prendre conscience de ce mécanisme chez vous. Vous avez déjà sans doute commencé à le faire en écoutant cet épisode ou avant. Là, vous avez mis des mots sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, ça c'est déjà énorme. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est observer, vous observer, observer vos comportements, vos réactions, sans vous juger. Pendant les prochains jours, essayez de repérer des moments où ça se manifeste et observez quand est-ce que vous vous portez volontaire automatiquement. Avec qui ça arrive le plus souvent? Dans quelle situation? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que c'est de la culpabilité, de la peur, un besoin de vous sentir utile, un inconfort de voir l'autre mal ou stressé en face? Essayez de regarder un petit peu tout ça. Et si vous vous surprenez à vous juger, à vous dire mais je suis nulle, pourquoi je refais ça? Je retombe dans mon syndrome du sauveur, etc. Rappelez-vous que vous ne faites pas ça parce que vous êtes faible ou parce que vous êtes bête. Vous faites ça parce que c'est un mécanisme de protection que vous avez mis en place il y a longtemps. Et maintenant, vous apprenez à faire autrement. Mais ça prend du temps, donc soyez patient ou patiente avec vous-même. Deuxième clé ou conseil, c'est de différencier aider et sauver. Vraiment faire la différence entre ces 2 choses-là. Aider, c'est répondre à une demande claire de la personne en face, c'est respecter l'autonomie de l'autre, c'est donner, sans s'épuiser, c'est offrir votre soutien tout en laissant l'autre la responsabilité de ses propres problèmes. Alors que sauver, c'est prendre en charge les problèmes de l'autre comme si c'était les vôtres. C'est anticiper leurs demandes, leurs besoins avant même qu'ils ne les aient formulés. C'est vous sentir responsable des émotions, du bien-être de l'autre. C'est vous épuiser en réalité à porter ce qui vous appartient pas. Et attention ici, je parle de relations entre adultes. Évidemment, avec des enfants, ce sera différent. Et pour vous donner un exemple concret, si votre ami, a l'air un peu triste et vous dit qu'il a besoin de parler et que vous l'écoutez, vous le soutenez, mais vous prenez pas votre problème, son problème plutôt sur vos épaules, ça c'est aider. Si vous rentrez dans le rôle du sauveur, ça va plutôt être, vous l'écoutez, vous commencez, à chercher des solutions à sa place, pour que ça aille mieux, parce que vous supportez pas de le voir comme ça, alors qu'il vous a rien demandé. Vous, y pensez toute la journée et vous vous inquiétez pour lui et cetera. Vous voyez la différence? C'est pas la même chose. Aider versus sauver, et la question clé à vous poser, c'est: «Est-ce qu'on m'a vraiment demandé de l'aide? Ou est-ce que je me suis proposé spontanément?» Ça peut être aussi, est-ce que je respecte l'autonomie de cette personne ou est-ce que je suis en train de lui retirer sa responsabilité et son autonomie? Parce que parfois, en voulant aider, en voulant trop aider, et ça devient du coup plutôt sauver, on empêche l'autre de grandir, on l'empêche d'apprendre, on l'empêche de trouver ses propres solutions, sa propre résilience. Donc je vous invite à commencer à observer, est-ce que vous êtes en train d'aider? Est-ce que vous proposez? Ou est-ce que vous êtes en train de sauver? Troisième clé, c'est reconnecter avec vos besoins et vos envies. Parce que quand on a le syndrome du sauveur, on a tellement l'habitude de se mettre de côté qu'on finit par ne même plus savoir ce dont on a besoin soi-même. On s'écoute plus. On est tellement concentré sur les besoins des autres qu'on est déconnecté de soi. Donc commencez par vous poser ces questions de temps en temps. De quoi j'ai besoin là maintenant? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Est-ce que j'ai vraiment le temps ou l'envie de faire ça? L'idée avec ces questions, c'est de commencer à vous accorder de l'importance, à vous écouter, à vous demander ce que vous voulez vous, parce que vos besoins comptent tout autant que ceux des autres. Et tant que vous ne vous reconnecterez pas
à vos besoins et ça va pas être facile au début de répondre à ces questions quand on n'a pas l'habitude. Mais je vous invite à persévérer parce que tant que vous poserez pas ces questions, vous continuerez à vous oublier. Quatrième clé, et là on rentre un peu plus dans du concret, parce que les 3 premières, c'est de l'introspection, de la prise de recul par rapport à vos fonctionnements, par rapport à la situation, par rapport à vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à répondre aux différentes questions que je vous ai proposées par écrit. Parce qu'au début, c'est pas évident de se les poser comme ça quand la situation est en train de se produire. Donc n'hésitez pas à bien noter toutes ces questions et à vous les poser même après coup. Au début, bah, c'est déjà très bien parce que ça va pas être automatique justement de changer votre automatisme. Donc c'est pas grave déjà, commencez à se poser ce type de questions même si c'est «trop tard» entre guillemets parce que vous avez déjà succombé, à ce syndrome du sauveur, bah, c'est déjà mieux que rien et puis au fur et à mesure, à force de pratiquer, ça deviendra de plus en plus simple. Donc quatrième clé maintenant, c'est de commencer à poser des limites, petit à petit. Et je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a passé des années à dire oui à tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Vous pouvez commencer petit, surtout que quand il y a des peurs, bah, l'idéal c'est de faire un petit pas pour montrer à notre peur qu'en fait elle n'a pas lieu d'être. Donc déjà, faire un petit pas, commencer par dire non, par dire pas maintenant dans des situations à faible enjeu ou avec des personnes que vous savez, bienveillantes, avec lesquelles vous savez que ça va pas générer de gros conflits. Voilà, ça peut être pas mal pour commencer. Par exemple, votre collègue vous demande de l'aide sur un truc qui n'est pas urgent, vous avez déjà beaucoup de travail, essayez de lui dire: «Bah, là, je suis vraiment débordée, est-ce que je peux peut-être te donner un coup de main plutôt demain?» Vous n'avez pas dit non, vous allez quand même l'aider, c'est peut-être pas d'ailleurs idéal, mais on peut y aller par petits pas et on n'est pas obligé de faire une transition brutale. Justement, on peut faire ça de manière, douce, car vous le savez, je vous le répète tout au long de ce podcast, mais le cerveau n'aime pas le changement. Il a plein de peurs et donc ces petits pas que vous allez faire vont vous apprendre quelque chose de fondamental, c'est que le monde ne s'effondre pas quand vous dites non. Alors oui, vous allez ressentir de la culpabilité, c'est normal. Cette culpabilité, elle est conditionnée en vous depuis des années. Elle va pas disparaître du jour au lendemain, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'accepter cette culpabilité. Ça ne veut pas dire qu'on l'apprécie, mais elle est là et laissez-la être là et posez votre limite quand même. Et vous verrez que en faisant ça, la culpabilité va finir par diminuer avec le temps. À mesure que vous allez voir que rien de grave ne se passe quand vous pensez à vous, que ça vous fait du bien aussi à vous. Et petit à petit, vous allez reprendre de l'espace, reprendre de la liberté, de la légèreté. Sur cette thématique de poser ses limites, j'avais fait un épisode super complet. Je crois que c'est l'épisode 70, 7 clés pour poser ses limites et les faire respecter, où je donne vraiment toutes les étapes en détail pour identifier déjà quelles sont vos limites et ensuite réussir à les poser et à les tenir. Vous allez voir aussi que en faisant ce travail, en vous écoutant, en posant vos limites, vous allez renforcer votre estime de vous parce que vous allez vous prouver à vous-même que vous comptez, que vos besoins sont importants, que vous méritez de prendre soin de vous. Et c'est comme ça qu'on construit une estime de soi solide. C'est par les actes, c'est pas par les affirmations positives, c'est en vous choisissant encore et encore. Et on en parle dans l'épisode 90 du podcast d'ailleurs, qui s'appelle, je crois, Estime de soi, comment vraiment l'améliorer durablement. Je vous conseille vraiment de l'écouter ou de le réécouter celui-ci parce que je pense qu'il est aussi très complémentaire avec en plus l'épisode 70. Et là, en m'écoutant, vous avez peut-être cette pensée ou cette peur de si je commence à m'écouter, à mettre mes limites, je vais devenir une personne égoïste, ne plus jamais aider personne et ça correspond pas à mes valeurs, etc. Je sais que vous dites peut-être ça parce que c'est ce que me disent mes clientes en coaching. Mais sachez que se libérer du syndrome du sauveur, ça ne veut pas dire devenir égoïste. Ça ne veut pas dire ne plus jamais aider personne. Vous pouvez tout à fait rester une personne généreuse, bienveillante, qui aime aider les autres parce que ça fait partie de vos valeurs. Sauf que vous allez le faire de manière saine, en respectant vos limites, en ne vous oubliant pas. Et c'est ça toute la différence. Là, on n'essaye pas de vous changer complètement, on essaye juste de rééquilibrer la balance pour que vous arrêtez de vous sacrifier, en fait, tout simplement. Cinquième point, et c'est pas vraiment une clé, mais c'est quelque chose d'important que je veux vous dire. Donc j'ai mis clé, mais en fait, voilà, vous allez comprendre.
c'est d'observer les relations qui se rééquilibrent ou pas. Vous allez voir que quand vous commencez à vous écouter, à poser vos limites, il y a quelque chose d'intéressant qui va se produire dans vos relations. C'est que certaines vont se rééquilibrer et d'autres non. Et ça, c'est important d'en être conscient ou consciente parce que ça peut être, surtout au début, difficile à vivre, mais c'est aussi très révélateur. Vous allez voir que les relations qui en fait sont saines vont survivre à vos limites. Quand vous allez commencer à dire non, à plus être dispo H24, à plus prendre en charge les problèmes des autres, les personnes qui vous aiment vraiment vont comprendre. Elles vont respecter vos limites, elles vont peut-être être même soulagées que enfin vous preniez soin de vous et vous allez voir que, bah, oui, elles vous aiment pour qui vous êtes et souvent vous savez au fond qui vous aime et vous respecte pour qui vous êtes et qui profite. Mais vous allez voir qui vous aime vraiment pour qui vous êtes et pas juste pour ce que vous faites. Et puis d'autres personnes, en revanche, vont résister. Elles vont pas aimer que vous ne soyez plus à leur service, parce qu'elles sont habituées à ce que vous soyez toujours dispo, à ce que vous preniez en charge leurs problèmes, à ce que vous disiez toujours oui. Et quand vous allez commencer à dire non, elles vont pas aimer ça. Elles vont peut-être vous faire culpabiliser, en mode, «Tu changé, tu es devenu égoïste, avant tu étais plus sympa» et cetera. Ou peut-être simplement qu'elles vont s'éloigner parce qu'elles ne trouvent plus chez vous ce qu'elles venaient chercher. C'est-à-dire quelqu'un qui leur donne, qui est là pour elles sans avoir, beaucoup à donner en retour. Et ça fait mal et c'est normal. Et peut-être que vous avez peur de ça, vous avez c'est souvent la peur, hein, qu'il y a derrière, c'est: «Si j'arrête d'aider les autres, ils vont partir, ils vont me rejeter». Mais retenez bien une chose, c'est que si quelqu'un s'éloigne de vous parce que vous avez posé des limites, c'est que cette personne, elle n'était pas là pour vous. Elle était là pour ce que vous lui apportiez et c'était pas une relation ce n'est pas une relation saine pour vous. Et donc aussi difficile que ce soit, bah, c'est une information précieuse parce que ça va vous permettre de faire le tri, de garder les relations qui sont vraies, qui sont saines, qui sont équilibrées et de laisser partir celles qui l'étaient pas. Alors oui, ça peut faire peur et parfois on a peur de se retrouver seul, surtout, passé, la trentaine et cetera, où on a moins d'amis. On peut se dire: «Ah bah, voilà, je vais me retrouver seul, je vais plus avoir d'amis». En réalité, vous êtes en train de gagner quelque chose de bien plus précieux, c'est des relations authentiques. C'est des relations où les autres sont là pour vous, ils vous soutiennent et mieux vaut avoir 2 relations vraies et équilibrées, 2 relations profondes et vraiment, saines que, 5-10 relations où vous vous épuisez pour être aimé. Donc si vous commencez à poser des limites et que certaines personnes réagissent mal, rappelez-vous que c'est pas vous le problème, c'est la relation qui était déséquilibrée et en vous libérant de ces relations déséquilibrées, voire toxiques parfois, vous allez créer de l'espace. Vous allez créer de l'espace pour rencontrer des personnes qui vous aimeront pour qui vous êtes et vous méritez des relations où vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour être aimé. Je voudrais terminer en vous disant quelque chose d'important, c'est que se libérer du syndrome du sauveur, c'est un travail de fond, c'est un travail profond. C'est pas quelque chose qui se résout en un épisode de podcast ou en lisant un article, malheureusement. Ça demande du temps, ça demande de la pratique, parfois un accompagnement. Mais là, vous avez vraiment les premiers axes essentiels sur lesquels travailler et sur lesquels vous pouvez commencer dès maintenant. Si vous voulez écouter des épisodes complémentaires à celui-ci sur l'estime de soi, dire non, la culpabilité, et cetera, n'hésitez pas à jeter un œil au guide des épisodes. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est un PDF avec, tous les épisodes du podcast classés en thématique. Donc ça vous permet vraiment de piocher ce qui vous intéresse et ce dont vous avez besoin. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Ou d'ailleurs, je sais que certains d'entre vous ont du mal à retrouver les descriptions des épisodes. Si c'est le cas, vous pouvez aussi aller sur ma page Instagram, dans les liens dans la bio. Vous pouvez également le retrouver. Mon Instagram, c'est Steph Blue Lips. Ça s'écrit STEF BLUELIPS. Vous y retrouverez tous les liens utiles, la newsletter aussi, etc. Et si cet épisode a résonné en vous et que vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement pour travailler votre estime de vous en profondeur, pour apprendre à poser vos limites sans culpabiliser, pour gagner confiance en vous,
parce que, seul, c'est pas toujours évident de dépasser des croyances bien ancrées. Je vous invite à réserver un appel découverte gratuit avec moi. On pourra faire le point ensemble sur votre situation, faire connaissance, voir si le courant passe aussi pour, travailler ensemble parce que c'est un travail, d'équipe sur plusieurs mois, donc il faut aussi que ce soit un match et puis on pourra surtout voir vos besoins, vos problématiques et comment je peux vous accompagner vers vos objectifs. Je vous mets également le lien de tout ça dans la description de cet épisode. Pareil, il est dans ma bio Instagram et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de faire un épisode pas trop long parce que vraiment j'avais énormément de choses à dire. J'ai coupé un petit peu pour que ce soit digeste, et pour aller un peu plus à l'essentiel. Parce que vous savez que j'aime bien, si on me laisse, je fais des épisodes de 45 minutes. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!